Messieurs, dames, Bong Joon-ho, réalisateur de talent, réalisateur de grands talents, multiples récompensés hein, pour Parasite, réalisateur d'un de mes films préférés all time, The Host, que je trouve un film extrêmement puissant, intelligent et bien ficelé, revient au cinéma avec Mikey 17, Mikey 17, Mickey 17, ça dépend si vous êtes très très français, franglais ou purement anglais, avec évidemment dans les rôles titres Robert Pattinson, Naomi Haki, Steven Yeun. Beaucoup disent Steven Yeun est l'acteur depuis Walking Dead qui a eu les plus grands rôles et la meilleure suite de carrière, en tout cas que ce soit au cinéma ou à la télévision. Je suis assez d'accord, mais je mets John Berntal dans l'équation. J'ai tendance à considérer que John Berntal est encore au-dessus de Steven Yeun. Parce que John Berntal a la lisière parfaite de travailler avec des grands réalisateurs, mais en même temps de faire des choses où il porte véritablement des personnages comme le Punisher par exemple. Pas oublier Dana Egurira aussi, hein, qui fait quand même parler d'elle depuis la fin de Walking Dead. Corey Hawkins, j'aime bien aussi ce qu'il fait, même si on le voit moins en ce moment. J'aimais bien son rôle de Dr. Dre dans la NWA notamment. Steven Yeun nominé aux Oscars, oui, non, ça reste quand même un super comédien. Il était dans Nope où il était très bon. Et Steven Yeun sera peut-être l'une de mes légères déceptions dans Mikey 17. On en reparlera tout à l'heure. Bong Joon-ho, voilà, réalisateur de grand talent que j'aime effectivement beaucoup, qui revenait donc avec Mikey 17, film adapté, ça je l'ai appris après, basé ou adapté, je ne sais pas exactement la lisière entre l'inspiration et l'adaptation réelle, en tout cas d'une nouvelle ou d'un roman. Film extrêmement original sur la forme. Et globalement, pour vous donner un avis rapide, même si on y reviendra évidemment par la suite, ce n'est pas le film de Bong Joon-ho qui m'a le plus transcendé. Ce n'est pas le film de Bong Joon-ho qui me marquera le plus. Mais comme d'habitude, dans sa réalisation et surtout dans la manière d'aborder différentes thématiques, c'est très bien. C'est globalement maîtrisé. Peut-être un petit peu long par moment, mais c'est vraiment maîtrisé dans le sens où sur la forme, c'est assez drôle parce que c'est très décalé, c'est par moments un peu burlesque, c'est très surjoué, mais pas de manière négative. Je vais revenir au rôle par exemple de Mark Ruffalo. Tout a toujours un sens. Le personnage de Mark Ruffalo, par exemple, déborde de partout. Voilà, c'est très très ressemblant des politiques actuelles, mégalomaniaques, etc. On peut évidemment penser à Trump aujourd'hui, mais on peut penser à beaucoup d'autres. C'est surtout sur la société capitaliste et le côté tout peut être remplacé très très vite que le film fait très fort, notamment dans ces thématiques. À savoir que Bong Joon-ho, quand il a sorti ce film-là, il l'avait aussi avec une option simple qui était de se dire, regardez dans les sociétés au niveau du travail, c'est un peu une allégorie du travail, hein, le film, vous entrez dans une usine, vous entrez dans un boulot, vous entrez dans un métier, une entreprise, jusqu'à un certain temps, soit la retraite, soit le licenciement, soit le départ. À peine vous êtes parti, vous avez 10 piles de candidatures qui sont là pour vous remplacer, voire carrément pour vous remplacer dans la foulée. Ça, c'est des thématiques qu'on a régulièrement déjà vues abordées dans le monde du travail, dans certains films, etc. Hein. Pour le coup, tu as cette représentation, cette personnification, ouais, comme dit Preach, de se tuer à la tâche. C'est-à-dire, tu te tues pour une entreprise, tu pars, t'es aussitôt remplacé. Et ben lui, pour le coup, son rôle, c'est de mourir. Je reviendrai après dans les détails. Mais lui, son but à Mikey 17, c'est pour ça que c'est le numéro 17, eh bien, c'est que c'est ce qu'on appelle un remplaçable. C'est quelqu'un qui est là pour faire les tâches les plus ingrates, les missions les plus dangereuses, voire même parfois pour être un crash test vivant. On s'en fout, puisqu'on a la technologie pour pouvoir le réimprimer, littéralement, physiquement, hein, c'est un être humain, mais on le réimprime au fur et à mesure, ça devient Mickey 2, 3, 4, 5, on remet tous ces souvenirs dans la tête, etc. Par moments, certains ont des personnalités différentes, mais ils ont le même vécu, ça reste la même personne, juste ils sont réimprimés au fur et à mesure. Donc oui, c'est un peu l'allégorie, la personnification du travail. C'est-à-dire, on se tue à la tâche, et puis on est remplacé aussi sec. Et voilà, c'est comme ça à outrance. Et là, c'est la même chose. Il se tue littéralement pour être remplacé tout de suite, encore et encore. Et c'était ce que Bong Joon-ho voulait faire.
de se dire on va aller encore plus loin, mais on veut montrer cette critique, cette allégorie de la société capitaliste, principalement américaine là pour le coup pardon, mais ultra capitaliste, ultra débordante de partout, etc. Et à ce niveau-là, ça marche très bien. Anecdote de base dans le livre, on ne va qu'à Mickey 7. Boone a transformé ça en Mickey 17 juste pour le kiff de tuer Pattinson 10 fois de plus. En vrai, on passe pas sur tous les Mickey. Hein. Je veux dire, il y a quelques séquences où on les voit au fur et à mesure. Mais ce serait intéressant de voir Preach le nombre de morts réelles de Robert Pattinson dans le film. Parce qu'il en a 17, mais ça se trouve, on le voit peut-être mourir que 7 fois. Ce qui serait un bel hommage au bouquin. Faudrait que là, je l'ai vu qu'une fois le film. Faudrait que je le revoie. Mais voilà, dans l'idée, pour vous donner un ordre très simple de ce que j'ai pensé du film, c'est assez classique dans sa réalisation. On n'est pas sur un film caviar qui va avoir des plans emblématiques ou une photographie extrêmement soignée et voilà une volonté de mise en scène forte avec des plans séquences qui vont garder en tête, etc. On n'est pas dans cette configuration. Pas par exemple sur un Oppenheimer où tu peux avoir des plans où tu y penses encore pendant 2 semaines. Il est par moments un peu long, ça c'est vrai, et je pense qu'il peut décontenancer dans sa forme, parce que c'est vrai que c'est un film qui est très décalé, qui est tragico-comique. On a de la tragédie, on a beaucoup de comique, beaucoup d'autodérision. On sait jamais vraiment sur quel pied le réal peut danser. Preuve en est que par exemple dans ma salle, je crois que des gens ont quitté la salle. Il me semble que j'ai vu 2 ou 3 personnes se barrer à la moitié. Assez étonnant quand même, parce que pour le coup, le film ne mérite pas déjà du tout ça. Je pense quand même que c'est pas un film qui dérange au point carrément de se barrer de la salle. Mais on retrouve un style, voilà, comme dit Papy, très Bong Joon-ho, très décalé, par moments un peu burlesque, très surjoué, mais en même temps, le cinéma coréen, il est souvent surjoué. C'est ce que j'aimais bien chez The Host ou Le Dernier Train de Busan ou des choses comme ça. Le jeu est en général assez surjoué, mais c'est ça qui fait le charme, justement. Là, c'est la même chose. Mark Ruffalo, il déborde, on le demande de surjouer, mais en même temps, ça correspond vachement avec son rôle, donc c'est bien. Et moi, alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont habitués au truc. Moi, j'ai bien aimé parce que globalement, ce côté un peu toujours border, avec un cinéma en voix off, etc., où Robert Pattinson nous raconte une histoire toujours un peu burlesque, toujours un peu qui part dans tous les sens par moment. Personnellement, ça me fait penser aussi à Wes Anderson. Pourquoi j'aime Wes Anderson? Moi, je trouve que Wes Anderson, c'est en 10 fois plus coloré, c'est en 10 fois plus... ça part dans tous les sens. Mais moi, je trouve que Wes Anderson, il pourrait avoir un style qui se rapproche un peu. Mais Mikey 17 aurait été un film de Wes Anderson, ça m'aurait pas choqué. Globalement, ça ne m'aurait pas choqué. De là à voilà, pouvoir faire une situation de cause à effet, l'histoire évidemment n'a rien à voir, mais moi je trouve qu'il y a des similitudes dans la manière de traiter le film. Personnellement, moi plusieurs fois je me suis dit tiens putain ça on aurait pu dire un peu, notamment une séquence que je tairais pour éviter les spoils, mais une séquence de repas où Mikey déguste un steak. Voilà, j'en dirais rien de plus. Ceux qui ont vu le film, notamment Sky, R2077, pourront le confirmer. Preach, si tu l'as vu aussi. Cette scène-là, allez, les costumes sont très colorés, il y a des couleurs de partout parce qu'on est dans le bureau de Mark Ruffalo, etc. Et puis c'est borderline. Et t'as un mec qui est à l'agonie, c'est tragique au possible. Et d'un autre côté, les personnages sortent des vannes. Mais c'est subtil parce que eux les sortent pas en tant que vannes. Et moi, j'ai trouvé que cette scène-là faisait très Wes Anderson par moment. Donc, il y a beaucoup de poésie aussi parce que c'est un film. Alors, pour vous situer un ordre d'idée, Steven Yeun et Robert Pattinson sont pourchassés par un mec qui veut les buter pour des dettes. Hein, je crois qu'ils ont des dettes avec lui, envers lui, pardon. Et donc, du coup, ils se disent, puisque il peut retrouver tout le monde, notamment à Ulaanbaatar, même si, parce qu'il y avait un mec, en fait, qui se fait couper en morceaux devant eux, et ils l'ont ramené d'Ulaanbaatar. Ils se disent, plutôt que de se faire chier à aller encore plus loin et de finir par se faire gauler, on va carrément quitter la Terre. Parce que ça se passe il y a des années après nous. Hein. D'ailleurs, ça m'a fait marrer. On tourne en caméra 32K. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Sors la caméra, là, filme-le en 32K. Moi, c'est le genre de truc qui me fait rire parce que tu te dis, bon, étant donné qu'on est en 2025, on arrive au 8K, c'est déjà un miracle. Sors la caméra 32K. Chose intéressante en termes de photographie, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la pellicule, c'est over pixelisé.
C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà vu juste le segment où la caméra, elle filme et on voit à travers les yeux de la caméra ce qui se passe. Quand vous prenez une photo, par exemple, en 8K, vous le voyez qu'il y a tellement de pixels que, tu sais, ça fait un côté limite trop clean, trop, vraiment beaucoup trop clean. Et ben là, la caméra le fait aussi et tu retrouves un petit peu ce côté presque sale, je trouve. Comment ça va, mon Yaya? Mikey70, c'est 18. Moi, j'aurais mis... avec le recul que j'ai là, je mettrais un 14-15. Solide. Un solide 14-15. Parce que ça m'a pas transcendé, je suis pas totalement rentré dans l'histoire. J'ai bien aimé, il y a quasi que des points positifs à dire dessus. Hein. J'ai bien aimé. Trouvé ça peut-être un petit peu long. Et moi, je suis pas autant rentré dans l'histoire que j'aurais pu. J'aurais mis un 14-15, un solide 14-15. Peut-être même plus 15, parce qu'il faut reconnaître là où le mec est brillant, même si moi, ça m'a moins porté que le reste. Mais j'aurais mis un solide 15. Comment ça va, mon Yaya? Non, ça vaut pas The Flash, ou Venom 3. Il y a des fans de Venom dans le chat. Hein. Venom 3, j'ai mis 40 sur 10, mais après, tout le monde n'est pas Venom. Tout le monde n'a pas le droit à une dernière danse. Mais donc voilà, sur le coup de la caméra, moi j'avais trouvé ça assez intéressant. Et donc du coup, voilà, lui décide de partir. Mais le problème, c'est que pour que Robert Pattinson et Steven Yeun puissent partir, pour Steven Yeun, c'est facile, il arrive à trouver un boulot. Lui, par contre, va décider de devenir un remplaçable. Et en fait, les remplaçables, ils en ont besoin parce que pas grand monde veut le faire. Ça consiste à mourir. Alors, passer des tests pour qu'on récupère ton ADN, tes trucs, tes machins. Et puis ensuite mourir et être remplacé à longueur de temps par toi, mais qui est réimprimé. Tout le temps, 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 tout le temps. Est-ce que je peux le voir? Oui, ouais, oui, je pense, Jade. Oui, oui, sans problème. Sans problème parce que il y a une scène, moi, qui m'a fait penser à Zendaya avec deux bonhommes, là, dans le dernier film, là, comment ça s'appelle déjà? C'était quoi déjà ce film-là? Sur les tennisman. Challengers. Il y a une scène avec deux Robert Pattinson et la nana de Robert Pattinson où je me suis dit ça va partir en Challengers, mais finalement non, ça va. Donc du coup, oui, oui, Jade, tu peux aller le voir sans le problème. Tu peux aller le voir sans problème. Est-ce que tu tiendras les 2h10 sans être un peu... parce qu'il a un peu longué. Je sais pas. Mais oui, je pense que ça t'intéresserait. Je pense que ça t'intéresserait. C'est loufoque, cette scène-là est loufoque. Tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont nous emmener encore? C'est pas possible, mais c'est du Bong Joon-ho, moi ça me plaît. Et du coup, ils partent, puisqu'ils veulent échapper à la mort, donc ils partent. Et lui, il trouve son boulot. Et en fait, ils font partie d'une colonie qui doit aller sur une nouvelle planète pour être colonisée, justement. Parrainé ou en tout cas contrôlé par un mec qui a perdu les deux dernières élections américaines. Et c'est un mec con comme un balai. Enfin, c'est vraiment le côté très... tu sens la caricature du plus mauvais, du plus mauvais, du plus mauvais de ce qu'il peut y avoir en Trump, par exemple, ou d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que Trump. Mais alors, poussé à l'excès, d'un mec en plus qui anime ses talk shows lui-même, etc., imbu de lui-même, mais qui en même temps a ce côté aussi très particulier d'être totalement obnubilé par sa femme, qui contrôle un petit peu le bonhomme, parce que le bonhomme, on se doute qu'il est con comme une meule et qu'il a aucune décision, donc il est un petit peu manipulé comme une marionnette par sa femme à côté. Et caricatural au possible de la société capitaliste, etc. Mais en même temps, c'est voulu. Et lui, du coup, à partir du moment, il va y avoir un problème, c'est qu'à partir du moment où ils arrivent à Mickey 17, donc on en arrive à Mickey 17, donc c'est celui qu'on va croiser, il est censé mourir, mais il y a un événement qui fait qu'il ne meurt pas. Problème, ils ont déjà réimprimé celui que vous voyez à côté qui s'appelle Mickey 18, Mickey 18. Et là, du coup, on passe de remplaçable à multiple. Et ça, c'est interdit. Et la suite, je vous la raconte pas, évidemment, si vous voyez le film, tout devient de plus en plus intéressant au fur et à mesure. Et oui, c'est vrai que moi, j'aime cette capacité. En fait, ce que j'ai aimé, c'est cette capacité à manier tous les genres. Oui, il y a cette culture du capitalisme qui est facile à voir. Oui, il y a cette culture de la société de consommation. On prend, on jette, on prend, on jette. Du monde du travail, on est jeté, on travaille, on est jeté, on est remplacé, etc. Ça, je trouve ça pertinent. Mais j'aime le fait qu'ils réussissent à le mettre dans de la SF. Et pas que dans n'importe quel SF. Dans de la SF futuriste. Parce qu'on peut faire un film de science-fiction aujourd'hui, hein, je veux dire...
On peut aujourd'hui en 2025 te faire un film qui serait estampillé science-fiction, style Gravity par exemple, et être là. Mais là, on est beaucoup plus porté sur le futur, avec ce que ça implique. C'est-à-dire, bah, effectivement, le côté peut-on réimprimer quelqu'un, réutiliser sa vie, etc. Et au-delà du côté capitaliste, moi, ce que j'ai bien aimé, et moi, ce qui me touche, parce que c'est quelque chose, moi, qui me parle au demeurant, c'est ce côté précarité d'une vie. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce sentiment de, vous vous rendez compte que le mec, on le paye à mourir. Il est payé à mourir constamment. C'est-à-dire la précarité d'une existence où, imaginez, moi ça m'a fait réfléchir en fait en tant que spectateur, hein, imagine si un jour on en arrive à un stade où l'être humain devient carrément remplaçable. Newsflash, est-ce qu'en 2025 l'être humain n'est pas déjà remplaçable? L'IA, les robots, les trucs, les machins, tous les métiers qui disparaissent, remplacés par des machines ou autres. On peut très bien se dire aujourd'hui que l'être humain il peut être remplacé. Maintenant là on le remplace carrément pour recréer le même au fur et à mesure, pour faire les tâches à l'infini, etc. Et lui il commence justement, il y a une opinion sur la mort qui est intéressante, parce qu'effectivement, bah, lui, que ce soit le 17 ou le 18, bah, ils vont commencer à considérer la vie comme quelque chose de précieux, là où c'était pas forcément le cas avant, même si où il détestait mourir, il savait qu'ils allaient revenir. Sauf que là, s'il y a un 18, le 17 considère que s'il meurt, c'est sa vie à lui qui est finie, et que c'est le 18 qui va être perpétué à la suite. Euh, Ça pose des questions qui sont intéressantes, tout ça dans un registre de science-fiction qui mêle aussi des créatures qu'il y a sur cette planète qui vont avoir un côté, je trouve, très émouvant et où on a un impact émotionnel, un impact presque écologique. Je ne sais pas si c'était voulu en tant que ça, mais il y a quand même une certaine idéologie écologique derrière, bah, qui est intéressante parce que tu ne t'imagines pas du tout dans ce genre de film qu'en fait on va avoir cette fin-là, cette conclusion-là. Ce côté, ouais, on repart en fait, on est dans un pur film psychologique, on passe dans de la SF, on revient dans un truc burlesque, on repart dans de la SF, on est dans la psychologie, le drame, la comédie, on termine sur de la SF pure, même tendance un petit peu action, etc. Oui, c'est ça que je trouve très fort, c'est Bong Joon-ho, c'est que c'est un mec qui, peu importe le style, est capable de briller. Et c'est un mec, en fait, qui peut aborder n'importe quelle thématique dans n'importe quel style. Et ça, c'est... Enfin, j'aime bien Rick Roman Vogue pour ça. Bien moins, évidemment, voilà, hein, mais réalisateur de Greenland, de Shot Caller, de Infiltré, de films comme ça, de films que j'ai bien aimés dans ce style-là, où lui, il avait ce côté soldat de l'authenticité, comme disait John Berntal, c'est toujours être très authentique, ou s'il y a une catastrophe naturelle, il va la filmer du point de vue de l'homme, pas de la point de vue de la catastrophe, c'est l'humain au cœur du sujet. S'il filme Shot Caller, c'est pareil, c'est l'humain au cœur de la prison. S'il filme Infiltré, c'est les situations parentales, etc., au cœur de trucs d'FBI, de drogue. C'est toujours Nolan. Nolan le fait tout le temps. Nolan, il t'emmène dans Interstellar, il te fait croire qu'on peut voyager dans l'espace, parce qu'il y a cet ultra-réalisme où lui, il brille, il excelle. Et il fait ça peu importe les sujets. Super-héros, prends Batman, pas de problème, je te mets un ultra-réalisme. Prends Tenet, je te fais croire qu'on est capable de remonter dans le temps. Dédicace à Robert Pattinson. Prends Oppenheimer, je te fais croire qu'Oppenheimer a vraiment existé. C'est le mec trop con. Vraiment, le mec, il était bon pendant 20 minutes et après, le gars c'est un vrai abruti. Moi, franchement, je vois Oppenheimer, j'ai l'impression que la bombe nucléaire, ça existe. Le mec est très fort, quoi, parce que je pensais pas que la bombe nucléaire, ça allait faire ça. Non, tout le monde sait très bien que ça n'existe pas, la bombe nucléaire. Oppenheimer a jamais existé. Le gouvernement ne ment pas. Mais bon, sinon ça va craquer la DualSense The Last of Us. En vrai, elle est très belle. En vrai, j'avoue qu'elle est très belle. Étant donné que je prendrai pas celle sur Astrobot, y a moyen. Tu sais quand est-ce qu'elle sort, mon Yaya? La Terre est plate. Bah, sinon quoi d'autre? Sinon quoi d'autre? Putain, je regardais un épisode de Ma Famille d'abord il y a pas longtemps là, où à un moment donné il raconte que des conneries. Et puis Junior il dit ah ouais tu m'étonnes. Ah oui c'était à l'époque où quand ils vont voir un truc de trappeur, ils vont à la maison de Paul River là, ils sont tous dans la voiture, ça part en drame et tout. Et puis ils parlent de ce que les gens ne connaissaient pas à l'époque. Et puis t'as Junior qui dit putain ouais quand je pense qu'à l'époque ils pensaient que la Terre était ronde. Quelle bande de cloches. Et les mecs ils sont oh là là c'est pas possible. 14 mars les USA ont orchestré le 11 septembre. 14 mars en précommande? En vrai ça va. En vrai, ça va. C'est dans pas longtemps. Ah oui, non, c'est dans pas longtemps, j'aurai pas le budget. Ça sera acheté sur Vinted si j'ai l'occasion. Parce que là, pour le coup, j'aurai pas le budget pour le 14.
J'imagine qu'en plus, elle va être relativement chère, donc... Mais elle est belle, elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais ouais, non, c'est vrai qu'il a une capacité à, il a une capacité à mêler les sujets de façon extrêmement forte. Alors, encore une fois, je vous dis, ça m'a pas transcendé parce qu'il n'y a pas la mise en scène est au service de la narration. La réalisation est au service de la narration et des acteurs. Il n'y a pas une méthodologie de réal extraordinaire. Par contre, oh, les comédiens là, oh là 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 là. Mikey 17, alors Robert Pattinson. Alors déjà lui, bah, joue plusieurs personnalités. Autant le premier Mikey se rapproche de Mikey 17. Donc on pourrait considérer qu'il joue à peu près de la même manière, même si Mikey 17 est encore plus niais, parce qu'il joue un personnage assez niais quand même. Quand il joue Mikey 18, donc Mickey 18, alors là c'est le mec qui a peur de rien, complètement border. C'est là le point de vue épicé. Comme dit Sanana, hein, c'est la version vraiment héroïque du bonhomme et limite trop virulente. Donc il est capable de jouer les deux à la perfection. Je le trouve extrêmement juste, Robert Pattinson, parce que voilà, il est parfois un peu dans le surjeu typique de ce genre de film, mais en même temps, il arrive toujours à garder voilà, cette justesse qui touche en fait le spectateur et qui permet de porter le film, parce que pour le coup, je trouve qu'il le fait. Lui est excellent. Marc Ruffalo, il est incroyable. Autant, Robert Pattinson, je l'ai trouvé très bon. Autant Marc Ruffalo, un connard terminé, imbu de lui-même, complètement teubé, caricature de la caricature de la caricature du mec guindé, prétentieux, politique, mégalo, etc. Alors sa femme, c'est pareil. Là, elle joue très bien aussi. Mais alors lui, je me suis dit, putain, c'est là que tu vois que c'est des comédiens. C'est là que tu vois qu'il faut sortir de Marvel et aller les voir ailleurs. Hein, parce que des mecs comme Mark Ruffalo, là, tu vois, sur ce rôle-là, là, ah, lui, il m'a scié. Pattinson, je savais qu'il allait être bon. Logique. Ah, putain, j'attendais pas Mark Ruffalo à ce niveau. Hein. Je vais me coucher. Bonne soirée à tout le monde. À te revoir lundi. Ça marche, Jadoun. Des bisous. Bonne nuitée. Et puis, bah, ouais, on se retrouve lundi pour la rentrée. En immense légende. En immense légende. Et vivement déjà, dans 6 semaines et demie, les vacances d'avril. Vivement. Il faut vraiment que tu rattrapes Poor Things. Ouais, il faudrait que j'essaie de le capter celui-là, ouais. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir, mais... Mais non, mais Marc Ruffalo, tu vois, Marc Ruffalo a en ce moment la carrière que j'aurais aimé que Robert Downey Jr. ait. Parce que Robert Downey Jr., pour l'instant, tu vois, bah, lui, on sait qu'il va revenir dans les Avengers, ceci, cela, machin, et ça me fait chier, déjà de base, parce que ça n'a aucun intérêt. Mais si c'est en plus pour revenir à des choses comme ça, alors que le mec, il aurait pu avoir une carrière post-Oppenheimer, et bah voilà, dans des films audacieux, prenants, indépendants, d'auteurs, ou même tu vois, dans des Mikey 17, où il aurait pu jouer le rôle de Mark Ruffalo à la perfection, ça j'aurais adoré. Le problème, c'est que là, bah, à mon avis, il va repartir sur des années et des années d'Avengers, et puis bon, bah, c'est dommage. Ouais, dans du cinéma, ouais, dans du vrai cinéma. Attention, je dis pas qu'Avengers, c'est pas du vrai cinéma, mais enfin bon, on est quand même très loin du cinéma de Bong Joon-ho et puis de Chris Nolan, quoi. Seul bémol que j'ai par rapport justement aux comédiens, puisque là on est dans la phase comédien, Steven Yeun, je le trouve sous-exploité. Un mec de son acabit, avec la stature qu'il a maintenant, avec le charisme qu'il a, ce qu'il est capable de développer, je trouve que ce soit l'acteur ou même que ce soit son rôle, il est très sous-exploité. Il est présent au début, c'est le fil conducteur qui nous emmène sur le vaisseau, et à partir de ce moment-là, on le voit quasiment plus. C'est même pas qu'il a plus de présence, enfin que son rôle n'est pas important, c'est qu'on le voit pratiquement plus. J'ai trouvé que c'était dommage de la part d'avoir un comédien comme ça, et entre guillemets, alors j'ai pas lu le livre, hein, je savais pas que c'était issu d'un livre, alors je sais pas si tout simplement on aurait pu en faire plus avec lui, mais j'aurais aimé qu'on en fasse plus. C'est résolu, toutes ces trames narratives sont résolues trop rapidement, trop facilement. Je trouve qu'il n'y a pas un aboutissement
suffisamment percutant, que ce soit pour le spectateur ou pour son rôle, même pour l'acteur. Et ouais, c'est vrai que quand tu vois un comédien comme ça, qui a été habitué à faire autant de bonnes choses depuis pas mal de temps, encore une fois, nommé aux Oscars, et puis bah voilà, qui maintenant pour le cinéma, qui est quand même une plus-value assez forte, ouais, j'aurais vraiment aimé qu'il ait une meilleure posture. L'une des choses qui m'a fait penser à Wes Anderson aussi, c'est la bande originale. La bande originale, c'est marrant. En fait, je vais vous dire un truc. C'est drôle parce que, globalement, euh, quand on pense à une bande son, une bande originale, on se dit, ah tiens, ça c'est une musique, tu vois, John Williams. On va se dire, ah, tiens, ça c'est une musique de film. On va pas se dire, c'est de la musique classique. Alors que pourtant, techniquement, les bandes originales, c'est des compositions qui peuvent être mêlées de quand même très près à de la musique classique, tenant ou aboutissant assez similaires. Je veux dire, prenons par exemple Mozart qui est repris dans l'introduction d'X-Men 2, ça scie parfaitement au film. Bah, ce qui est vachement intéressant, je trouve, là-dedans, c'est que le spectateur a tendance à oublier que les compositions originales ou les musiques de film, ça peut être lié de près ou de loin aux mêmes tonalités, au même style que des musiques classiques. Ça peut avoir beaucoup plus de branches, peut-être, mais enfin des branches variées. Je veux dire, quand t'as un mec dans Jared, par exemple, quand Thomas Newman nous fait des trucs un peu arabisants. Alors, évidemment, hein, là, il y a de la technique que les gars n'avaient pas à l'époque où la musique classique était Mozart, Beethoven, bien sûr. C'est pour ça que je dis qu'il y a des branches différentes. Mais on a tendance à l'imaginer. Et en fait, Bong Joon-ho, bah là, il est en train de nous rappeler un truc, c'est que dans son film, il m'a pas fait penser à une bande originale, il m'a fait penser à de la musique classique. Exactement comme, par exemple, le réalisateur de Stupeur et Tremblement, France, ou Ah, comment il s'appelle ce film-là? C'est avec Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu. Tous les matins du monde. Tous les matins du monde, ils utilisaient de la musique classique pure. Stupeur et Tremblement, ils utilisaient du Bach. C'était des compositions de Bach, en fait, dans le film, pour justement, voilà. Et pour illustrer le propos du film. Donc on prenait du Bach pour faire ça. Et là, c'est marrant, parce que je sais pas qui est le compositeur du film, mais j'ai trouvé que là, on prenait pas... La musique du film faisait pas composition originale, mais faisait musique classique. Et je pense que c'est peut-être pour mettre au service du personnage. Je pense. Je pense que peut-être que il y a un côté pas apaisant. Alors déjà, l'utilisation de cette musique qui fait plus de penser à du classique, bah, ça décontenance le spectateur, ça l'envoie vers autre chose. On se dit, ah tiens, c'est marrant, putain, il utilise cette musique-là comme ça, c'est drôle. Genre, j'aurais pas imaginé une musique là-dedans. Le spectateur, là, peut potentiellement être un peu perdu, se dire, ah tiens, étonnant dans un film de SF d'avoir une bande-son comme ça. Mais ça peut aussi être, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, analysé, un moyen, en fait, d'apaisement pour la mort constante, je trouve. C'est une musique qui, par moment, peut être assez douce et qui peut être un moyen d'apaiser bah, le personnage, d'apaiser le spectateur sur ce qu'il voit, etc., et de rendre presque ça poétique, comme si finalement la mort avait sa poésie aussi au fur et à mesure. Ben, moi j'étais assez conquis, assez convaincu par ça. Parce que j'attendais pas ça du tout en fait. Dans un genre de film comme ça, où tu pourrais justement en profiter pour avoir des musiques un peu plus futuristes, électroniques ou des choses comme ça. Alors, je parlais de Thomas Newman. Thomas Newman, il y a un film que je vous conseille. Bon, moi j'ai beaucoup aimé, hein, c'est Passengers, avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt, qui est un bon film de SF, je trouve, ce qui pose de vraies questions là aussi sur ce qu'un homme est capable ou non de faire pour sa survie et pour son vécu. Peut-on ou non en fait bah, réveiller quelqu'un, même si d'un sommeil profond, même si malheureusement on sacrifie sa vie future juste pour notre plaisir à nous, pour que notre vie soit un bras meilleur. C'est une vraie question, c'est un film qui soulève vraiment cette question-là. Donc ça c'est Passengers et je trouve que Thomas Newman dans la musique pareil il a des sonorités très futuristes mais par moments il reprend un peu des morceaux beaucoup plus lyriques, beaucoup plus composition musique de film traditionnelle et ça fonctionne bien parce que dans la SF tu peux à peu près tout faire et là en fait je trouve qu'on est beaucoup plus on est beaucoup plus sur du classique et ça m'a étonné d'entendre du classique comme ça. De toute façon, c'est un film qui est globalement assez étonnant. Sky disait qu'il y avait des gens qui avaient quitté la salle. Moi, je trouve ça quand même particulier, hein, parce que
Enfin, ça rend pas justice à son travail, à Bong Joon-ho. Honnêtement, moi, je l'ai conseillé à Jade. Jade, elle a 12 ans. En sixième, elle va avoir 13 ans, là. Mais je pense que c'est un film qui peut convenir à des enfants de 12-13 ans. Je veux dire, si ça convient à quelqu'un qui a 12-13 ans, j'imagine pas quand même quelqu'un qui a 30-40 balais se faire chier au point de quitter la salle. J'étais assez étonné de voir que, à moins que tu passes complètement à côté des thèmes et du sujet, et bon, ça reste quand même relativement fluide, bien expliqué, bien maîtrisé. Et effectivement, même s'il y a des longueurs, c'est peut-être pas forcément à mettre entre toutes les mains, mais je pense que voilà, c'est suffisamment bien amené pour que, puis surtout, enfin, on a envie d'en savoir plus, tu vois. Il y a le Mickey 17, on a envie de savoir comment il s'en est sorti, comment on se retrouve dans sa vie. Après, t'as le montage avec l'arrivée de Mikey 18. Donc là, t'as envie de savoir comment les deux vont rentrer en coalition. Puis t'as le final qui est quand même assez inattendu. Moi, je m'attendais pas à ce qu'on ait un final comme ça. Donc peut-être que les gens vont être décontenancés justement de se dire il y a trop de films dans le film. Voilà. Mais je suis content parce qu'il a fait 65 000 entrées, je crois, en France, là, sur son opening. Et c'est le plus gros score d'un film de Bong Joon-ho pour l'instant. Il est en tête, il est devant tous les films qu'il a sortis jusque maintenant. En même temps, tu restes jusqu'au bout pour Venom 3, t'es clairement en détraqué. C'est vrai, j'ai même regardé la scène post-générique, donc moi c'est pour vous dire, il y a qu'un seul film qui peut me faire partir avant. Vous savez ce que c'est, hein. Il y a qu'un seul film, une seule séquence, un seul moment, où si je le vois, je me casse. Un seul. Le reste, pour l'instant, si j'ai survécu à Madame Web, je survivrai au reste. C'est quand même incroyable d'avoir fait la critique de Madame Web et de Mikey 17, comme quoi tout cinéma est cinéma, hein. Yaman in Yaman, toute viande est de la viande, toute lampe viande est de la viande. C'est peut-être le défaut que j'y trouve, le film, et c'est parfois de faire trop de trucs et certaines idées sont donc sous-exploitées. Oui, Steven Yeun, je trouve qu'il est assez sous-exploité dans l'idée. Euh, on a vraiment, oui, un côté tellement décalé, burlesque, borderline, que par moment, on peut se demander, tu vois, le sujet qu'il y a entre Mikey 17 et 18, tous les questionnements qu'il va y avoir entre les deux, comment ils auraient pu, justement, peut-être coexister quelque temps, etc. C'est pas développé du tout, parce qu'on passe tout de suite à la péripétie suivante après, parce qu'il faut amener quelque chose de nouveau après dans le film. Et c'est peut-être là où, justement, le film aurait gagné bah, tout en étant pas forcément plus long, parce qu'il dure 2h17, c'est très bien, mais un peu plus structuré. Mais bon, ça aurait peut-être perdu de son charme. Le charme aussi vient du fait qu'il est... voilà, il y a beaucoup de styles filmiques en un, quoi. Le Raptor a deux techs. Rebirth, effectivement, Monaclusmos. J'espère que c'est pas Warner qui a charcuté le montage. On les connaît, ces Golemans, vu le nombre de reports qu'il y a eu. Eh bien, ça n'en donne pas l'air, en tout cas. Ça n'en donne pas l'air. Globalement, tu regardes le film comme ça, il y a des films où tu vois qu'en termes de montage, il manque des scènes. Bah, Dominion. On parlait de Jurassic, mais Jurassic World Dominion, tu regardes la scène d'intro, il manque des trucs. Et puis tu sens qu'il y a pas mal de scènes aussi où c'est charcuté au début, où il a été obligé de retravailler. À Dominion, on peut dire que c'est mauvais. Il se trouve que c'est quand même intéressant de voir que sur la seule partie du film qui est à peu près bonne, c'est quasiment là où il y a toutes les scènes coupées. Parce que bah ouais, ils ont quand même supprimé pas mal de points qui pour moi étaient pertinents. Mais là, ça n'en donne pas l'idée, il a vu comme ça. Après, oui, s'il y a une version longue, ça peut en être que positif. Mais en tout cas, là, je ne peux pas, je peux pas vous dire en particulier si ça va être le cas. Ça, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais rien du tout, hein. J'en sais rien du tout. Mais ça reste, oui, non, ça reste personnellement pour moi un film vraiment de qualité, un film à voir, un film qui est important pour le cinéma, qui fait du bien pour le cinéma. Parce que Dieu sait que cette année, je le dis plus que jamais, hein, les films d'auteur, parce que pour moi, ça c'est l'équivalent d'un blockbuster d'auteur. On voit qu'il y a du budget, des grandes têtes d'affiche, mais ça reste dans un esprit auteur. Les films d'auteur, blockbuster d'auteur ou indé seront salvateurs cette année. Parce que si tu ne te jettes pas là-dessus, tu ne verras rien de l'année, hein. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de voir la première partie de The Brutalist.
Faudra que je me le refasse en entier pour le faire tout d'un coup, mais The Brutalist va être assez salvateur là-dessus, hein. Mikey 17 le sera. A Complete Unknown l'est déjà. Better Man, hein, où il y a un budget, mais pour moi, ça reste des films qui sortent d'auteur. Il y a le dernier film qu'il faut absolument que je vois là de la réalisatrice d'American Honey aussi, qu'il va falloir que je vois relativement vite. Enfin voilà, je pense que le salut sera dans ces films-là. J'espère que le cinéma français sera à la hauteur du cinéma de l'année dernière français, parce qu'on a eu beaucoup de bonnes choses. Euh, je prends Un ours dans le Jura. Bah, personnellement, Un ours dans le Jura, c'est pas un mauvais film. Franck Dubosc m'a étonné dans ses capacités d'acting. Et j'ai trouvé que la réal était plutôt bonne et que ça tentait des choses. Voilà, malgré tout, hein. Donc je pense que voilà, on risque, à mon avis, de trouver notre salut là-dedans. Et peut-être dans les séries télé. Parce que l'année 2025 au cinéma risque d'être fort maigre. J'ai peur qu'elle soit fort maigre. Il y a des années comme ça, hein, 2024, il n'y a peut-être pas eu un film moi, qui m'a marqué outre mesure. J'ai pas pris une claque monumentale. Par contre, 2024, le nombre de bons films qu'on a eu, le nombre de bons films qu'on a eu en 2024, l'année des Monte Cristo, des Dunes, des Bike Riders, et des Jurés numéro 2, et des trucs, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais année étonnante, puisqu'au final, on n'a pas eu, enfin moi en tout cas, j'ai pas eu cette claque absolue que Betterman m'a donné cette année. Ah, cette année, au moins en 2025, oui, j'ai pris une gifle. J'ai pris Betterman. Betterman, c'est costaud. Très sincèrement, de ce que j'en ai vu, je pense que The Brutalist peut me donner une claque aussi, hein. The Brutalist, là, je lui garde un chien de ma chienne parce qu'à mon avis, une fois que je l'aurai vu, je vais très probablement le regarder dimanche. Je pourrais vous en parler dimanche soir. Mais il y a de très grandes chances que je me le fasse dimanche. Je pense que ça peut envoyer. Personnellement, je pense que ça peut envoyer. Mais, mais on verra. Encore une fois, il y a la différence. Mikey 17, si je lui mets 15, c'est que pareil, j'y vois deux trois petits défauts et que ça m'a pas transcendé. Mais je reconnais les qualités immenses de Bong Joon-ho quand je les vois parce que c'est des mecs comme ça qui. Le cinéma a besoin de mecs comme ça. Le cinéma a besoin de mecs qui sont capables justement de parler au plus grand nombre, mais en même temps de faire des sujets hyper pertinents et audacieux. C'est des mecs comme ça, des mecs comme Jordan Peele. Des gars comme Jordan Peele, moi je trouve aussi que c'est des gars qui sont capables de parler à tous, mais qui ont ce petit truc en plus qui font que c'est des réals de talent, quoi. Citez-moi d'autres, tiens, des réalisateurs dans ce genre-là. Mais vous voyez, je pense que vous voyez un peu le concept, hein. Mais des réalisateurs dans ce style, tu vois, qui sont capables de parler aux masses, mais qui en même temps, on disait ça de Ryan Coogler. À Ryan Coogler, peut-être un petit peu moins maintenant. Mais quand il a sorti Creed ou Black Panther, eh ben, on disait ça de Ryan Coogler. Qu'il allait peut-être pouvoir un petit peu, tu vois, dynamiter le truc. Moi, j'aimais bien Antoine Foucault. Antoine Foucault, j'aimais bien. Je trouve qu'aujourd'hui, il s'est un peu perdu. Mais Antoine Foucault, j'aimais bien David Ayer. David Ayer, j'ai toujours trouvé qu'il avait un style à part. Pareil, lui, c'est peut-être un petit peu. Albert Dupontel, en France, très bien. Albert Dupontel est capable de faire ça, clairement, oui. Gilles Lelouch. Albert Dupontel est capable. Mais je voyais plus, ouais, dans des réals à la fois grand public, mais en même temps un peu de. Bah, Nolan. Nolan, hein, je veux dire, Nolan, globalement, ça reste du cinéma très quali. David Fincher, des mecs comme ça, tu vois. Des mecs qui aujourd'hui, ouais, c'est des gars de cette trempe-là. Qui sont en mode, bah, tu vas voir le gars pour ce qu'il fait, tu vois. Adrien Brody, tant pour parler préliminaire, pour jouer dans le biopic Devil Knievel de Damien Chazelle aux côtés de Leonardo DiCaprio sur Deadline. Evel Knievel, je connais pas du tout, papy, c'est qui? Je vois pas qui c'est. Après, Chazelle plus DiCaprio plus Brody, je suis chaud. Denis Villeneuve, très bien. Denis Villeneuve aussi, ouais. Euh, Personnellement, je suis vraiment dégoûté que on ait un peu coupé l'herbe sous le pied de Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, quand vous voyez son retour dans Gran Turismo, ce qu'il a fait sur District 9, où honnêtement, moi je trouvais pas qu'Elysium et Chappie soient si mauvais que ça. Honnêtement, hein.
Eh ben, je me dis, putain, tu vois, un mec comme Neil Blomkamp, lui, il avait un cerveau cinéma, hein. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait comme ça. Peut-être pas du niveau de Bong Joon-ho, hein, c'est pas du tout la même style. Par exemple, des mecs comme Wes Anderson. Bah, Wes Anderson, c'est moins grand public. Wes Anderson, tu vois, faut aimer le style, et puis c'est pas pour tout le monde. Tu peux mettre The Host, Parasite ou Mikey 17 à tout le monde, il y a un moyen qu'ils aiment bien. Wes Anderson, c'est un peu plus de niche quand même. Tu peux avoir des mecs qui sont hermétiques au Grand Budapest Hotel. Moi j'adore, hein, mais quand tu regardes le Grand Budapest Hotel, la vie aquatique, l'île aux chiens, les trucs comme ça et tout, tu te dis, ah, bah ouais, c'est pas pour tout le monde, quoi. J'ai eu pendant 15 secondes l'envie de me faire Alien Romulus. Mais maintenant j'ai la flemme. C'est trop long, j'ai pas envie de me coucher tard. Voilà, c'est tout. J'ai pensé, en fait, j'ai lu Blobcamp sur Alien, et après je me suis dit pourquoi je me ferais pas Alien Romulus. Mais en fait, j'ai été emporté par la flemme. Donc on verra. En tout cas, on va se laisser. Je pense que c'était un live sans spoil, parce que j'ai envie que les gens aillent le voir. Donc je vais pas évidemment en parler pendant 30 ans et tout spoiler, notamment la fin ou certaines péripéties. Mais n'hésitez pas à y aller. Il y a beaucoup de très bonnes scènes. C'est un film qui mérite d'y aller sur Mikey 17. Et puis voilà, merci de Bong Joon-ho de proposer des films comme ça, encore une fois. Merci d'utiliser Robert Pattinson qui nous montre encore quand même que c'est vraiment, vraiment un super comédien. Merci de montrer que Mark Ruffalo, pour ceux qui regardent que Marvel, c'est pas que Marvel et est capable de faire de très bonnes choses. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je dirais même plus. J'ai envie de baisser.